chimie qui est le chapitre de quoi il est important, parce que c'est toujours important de savoir de quoi on parle et surtout d'utiliser le même langage que les personnes qui parleraient avec vous. Alors le premier point, c'est la nomenclature des corps simples et de la nomenclature d'abord atomique, c'est-à-dire que ici on a 40 éléments chimiques qu'on va utiliser de façon plus ou moins régulière dans le cours et que vous allez devoir connaître. Alors ça va de l'hydrogène, en passant par l'oxygène, l'azote, le fluor, le calcium, le molybdène, le strontium, le zinc, le cuivre, l'or, le mercure. Tous ces éléments chimiques-là, vous devez être capable de les reconnaître, de reconnaître leur symbole chimique et inversement, si on le vous donne en français, de pouvoir donner son symbole chimique. Alors, je ne vais pas le compléter ici avec vous parce que je pense que vous êtes tous à même de taper un élément chimique que vous ne connaîtriez pas dans Google pour avoir sa signification. Par contre, le point auquel on va s'intéresser cette fois, c'est la nomenclature moléculaire. Donc une molécule, c'est quand plusieurs atomes se sont associés et en général, ils le font pour quoi? Ils le font pour réaliser l'octet. Donc plusieurs atomes s'associent afin de former des molécules stables, c'est-à-dire dans lesquelles tous les atomes font l'octet. Alors, normalement, vous avez déjà vu ça en troisième et donc ça va relativement plus vite. Ici, on va d'abord faire la découpe de ce chapitre en 4 types de molécules. Le premier type de molécule, ce sont les acides. Un acide, c'est une molécule qui a un H devant. Donc il y a toujours un H devant. L'acide peut être binaire ou ternaire. Un binaire, on aura donc un H avec un M', avec un non-métal. Et un ternaire, on aura un H avec un M'O. On va voir plus tard que ce M'O, c'est ce qu'on appelle un groupement. On verra exactement pourquoi tout à l'heure. Le deuxième type de molécule, c'est des oxydes. Un oxyde, c'est une molécule qui a cette fois un oxygène, comme son nom l'indique, mais cet oxygène va être derrière et non devant. Mais attention, il faut aussi que la molécule soit binaire, c'est-à-dire composée que de deux types d'atomes. Si elle est composée de 3 types d'atomes, ça ne marche plus. La troisième catégorie, c'est les hydroxydes. Alors un hydroxyde, c'est une molécule qui a cette fois un groupement OH derrière. Et la dernière, ce sont les sels. Et un sel, c'est une molécule qui n'a rien de tout ce qu'on vient de dire. Donc de tout ce qui est ici au-dessus. Elle n'a pas de O derrière en étant binaire, elle n'a pas de H devant et elle n'a pas de OH. Alors on va vite faire un petit exercice. Je vais vous donner des molécules. N2O3, NaOH, MgSO4, H2SO4, NaOH, CuO, Ca3PO4,2, KOH, et je vais vous demander de placer toutes ces molécules, on va encore mettre une NaCl, dans les catégories ici au-dessus. Donc vous allez mettre en pause, et puis choisir une couleur pour chacune des catégories, et classer les molécules dans les bonnes catégories, et puis vous allez rallumer la vidéo pour pouvoir corriger. Donc les acides. Un acide est une molécule avec un H devant. J'ai donc H2SO4. Je n'ai aucune autre molécule avec un H devant, donc je n'ai pas d'autre acide. Un oxyde, c'est une molécule qui a un oxygène derrière. Ici j'ai un O derrière, mais qui est aussi binaire. Or ici, 1, 2, 3, donc ça ne peut pas marcher. Ici par contre, elle est bien binaire. J'ai un oxygène derrière et elle est composée de 2 types d'atomes. Ici, même chose, j'ai un oxygène derrière.
composé de 2 types d'atomes, donc j'ai bien un oxyde. Un hydroxyde, c'est une molécule qui a un OH derrière. Celles-là, elles sont généralement faciles à reconnaître. MgNaOH que j'avais mis 2 fois, tiens, et KOH. Et enfin, un sel qui n'a rien de tout ça. Donc j'ai un O derrière, mais il n'est pas binaire, et j'ai pas de H devant, et j'ai pas de OH, donc je suis un sel. Et ici, même chose. Et là, même chose. Alors pourquoi c'est important de reconnaître les molécules et de savoir à quelle catégorie elles appartiennent? Eh bien parce qu'en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, les règles de nomenclature et les conventions de nomenclature ne vont pas être les mêmes. Donc c'est important de savoir de quoi on parle pour pouvoir savoir nommer ces choses de la bonne façon. Donc ça c'est le petit tableau récapitulatif mais dont on parlera une fois qu'on aura passé en revue toutes les molécules et toute leur nomenclature. Alors les oxydes, on va commencer par les oxydes non métalliques. Attention, les oxydes non métalliques, il va falloir faire attention surtout aux indices des atomes. Les indices des atomes sont très importants. Si on a un 2, ça va s'appeler un di. Si on a un 3, ça s'appellera tri. Si on a un 5, ce sera pente. 7, hept. Et c'est les combinaisons de chiffres qu'on peut avoir. Exemple, si on a CO2, on a 2 oxygènes, donc on va lire un truc que j'ai oublié de dire, vu qu'on n'a pas encore fait de nomenclature. Attention, en chimie, on lit toujours de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire que ici, je vais commencer à lire ma molécule à partir de la droite et je vais donc dire que j'ai du dioxyde de carbone. Si j'ai du CO, je vais cette fois dire que j'ai un 1. Oui, voilà, c'est celui-là que j'ai oublié de dire. Le 1, c'est un monoxyde de carbone. Attention, le mono, il n'est jamais utilisé sur le non-métal. Il est toujours utilisé sur l'oxygène, mais jamais utilisé sur le non-métal. Alors, si on a cette fois du N2O3, ça va devenir du trioxyde de diazote. Pour le moment, on va mettre cette nomenclature-là entre parenthèses. Vous verrez pourquoi après, celle-ci aussi, celle-là aussi et celle-ci aussi, on va la remplacer par la nouvelle. Donc, ce qui est ici entre parenthèses, c'est l'ancienne nomenclature. Alors, elle est toujours présente et je vous la mets parce que vous risquez de la rencontrer, mais on s'accorde de plus en plus pour aller vers la nouvelle nomenclature, donc c'est celle-là qui va être prédominante dans vos interros par exemple. Donc N2O3, trioxyde de diazote. Cl2O, ça va être du monoxyde de dichlore, parce que j'ai ici, je commence par la droite, monoxyde de dichlore. N2O5, j'ai 5, donc je commence par ici, pentoxyde de diazote. SO3, trioxyde de soufre. Je n'en ai qu'un seul, donc je ne mets pas monosoufre parce que le mono s'applique que aux oxygènes. Et Cl2O7, heptoxyde de dichlore. Ça, c'est la nouvelle nomenclature et c'est la plus facile. Maintenant, on a encore parfois donc cette ancienne nomenclature. Alors l'ancienne nomenclature, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le fait que si on prend le 2 pour 1 ici, le Cl2O, on a la moitié d'oxygène, parce qu'il y a un 1 sous-entendu, par rapport au chlore. La moitié d'un cerveau, c'est un hémisphère, ou la moitié du globe, c'est un hémisphère. Donc on va dire, à la place de dire que c'était du monoxyde de dichlore, on disait que c'était de l'hémioxyde de chlore. C'est-à-dire que c'était un demi-oxygène pour un chlore, hémioxyde de chlore. Quand on avait un 3 et un 2, on dit hémioxyde parce que j'ai un 1 pour 3, mais comme j'ai quand même le 3, on va dire hémitrioxyde de
ce qu'on a, donc ici d'azote, hémipentoxyde d'azote et hémiheptoxyde de chlore. Donc le hémi, il se rapporte aux 2 sur le non-métal, et après, soit il n'y a rien d'autre, donc ça reste de l'hémioxyde de, soit hémitri, hémipente ou hémiheptoxyde. Alors, au niveau des exemples, on a donc CO qui est du monoxyde de carbone, CO2 qui est donc du dioxyde de carbone et P2O5 qui est du pentoxyde de diphosphore ou alors de l'hémipentoxyde de phosphore. Vous pouvez rencontrer les deux. Ça, c'est pour la nomenclature des oxydes non métalliques pour lesquels il faut donc faire attention aux indices sur le métal et le non-métal. Pour les oxydes métalliques, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va dire que c'est de l'oxyde de et le nom du métal. Exemple, on a du CaO, oxyde de ce que j'ai devant, calcium. Si on avait eu du MgO, oxyde de magnésium, FeO, oxyde de fer, Fe2O3, oxyde de fer, et là on a un souci. Pourquoi est-ce qu'on a un souci? Parce que 2 molécules qui n'ont pas la même formule chimique, normalement, ne peuvent pas avoir le même nom. Si elles ont le même nom, c'est que on parle de la même chose. Or, ici, clairement, on voit bien que le nom n'est pas le même, enfin, que la formule, pardon, n'est pas le même, et donc il faut avoir des noms qui sont différents. Alors, ce qui change dans ces 2 atomes, dans ces 2 molécules, pardon, c'est la valence du fer. Pourquoi? Eh bien parce que normalement, vous avez compris que dans le tableau périodique, on pouvait trouver les valences des éléments chimiques. Eh bien, en général, un élément chimique n'a qu'une seule valence, sauf que certains, ils en ont plusieurs. Exemple, dans Fe2O3, je vous rappelle qu'on a croisé les valences et que donc le 3 correspond à la valence que le fer avait et le 2 à la valence de l'oxygène. On a donc de l'oxyde de fer où le fer avait la valence 3. Par contre, dans FeO, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'oxygène a toujours la valence 2 quoi qu'il arrive. Donc, normalement, si j'ai bien compris, je devrais avoir un 2 écrit ici. Mais vous avez appris que quand on fait le chiasme, parfois on simplifie ces valences. Donc si j'ai un 1 qui apparaît ici, c'est que forcément le 2 de l'oxygène a été simplifié. Et s'il a été simplifié, c'est qu'il y avait un autre 2 ici, qui venait cette fois du fer. La différence entre ces 2 molécules est donc la valence du fer. La valence du fer dans la première est de 2 et la valence du fer dans la seconde est de 3. Il va donc falloir la préciser. Donc, on a tout un tas d'éléments qui ont plusieurs valences. C'est ce qu'on appelle les valences multiples, donc un élément qui a plusieurs valences. Alors, pour ceux qui ont suivi le cours l'année passée, on utilisait comme référence les familles B en disant que ces familles B avaient plusieurs valences, mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'éléments des familles B n'avaient en réalité pas plusieurs valences. Donc, on a fait une liste, du coup, on a essayé de faire une liste complète avec les éléments qui avaient plusieurs valences. Donc, ceux que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est le fer et le cuivre, clairement, parce que eux, ils en ont d'office plusieurs et qu'ils vont revenir très souvent. L'argent, même chose. Donc ça, c'est les 3 qui sont indispensables et que vous devez vraiment connaître à tout prix. Le cuivre, l'argent et le fer, ils ont d'office plusieurs valences. Je vous expliquerai pourquoi après, vous ne devez pas connaître lesquels ils ont. Ensuite, on en a d'autres qu'on utilise moins souvent, mais si on veut être complet, il faut les dire. Donc on a le mercure, l'or, AU,
le chrome Cr et le manganèse Mn. Donc, ces 4 éléments-là, plus ces 3-là, c'est ceux qui ont le plus souvent donc plusieurs valences. Il y en a encore 2 qui sont l'étain et le Pb, le plomb. Donc ça, ce sont les éléments qui ont, attention, plus avec un S, c'est plusieurs valences, et pour lesquels il faudra donc d'office les préciser entre parenthèses, en chiffres romains quand vous les rencontrerez. Alors, ensuite on a les hydroxydes. Les hydroxydes, c'est très très facile. C'est un hydroxyde de et puis le nom du métal. Exemple ici, on a hydroxyde de sodium et MgOH2, hydroxyde de magnésium. Il va falloir faire attention à quelque chose quand même. Exemple, si j'ai CuOH2, c'est de l'hydroxyde de cuivre. Mais comme je viens de le dire là au-dessus, le cuivre est un des éléments qui peut avoir plusieurs valences, donc je vais devoir préciser sa valence en chiffres romains entre parenthèses. Comment est-ce que je trouve la valence du cuivre dans cette molécule? Eh bien c'est facile, étant donné qu'on les a croisés, on a fait le chiasme, donc je retrouve cette valence au pied du groupement OH, c'est donc de l'hydroxyde de cuivre à la valence 2. Alors pour les acides, la nomenclature va différer selon qu'on a un acide binaire ou un acide ternaire. La bonne nouvelle, c'est que les acides et les sels vont se nommer de la même façon. Donc, si j'ai un acide binaire, je vais prendre le nom du M', lui enlever un E et lui rajouter ure et ajouter d'hydrogène derrière, étant donné qu'il finit par un H devant et que je vous rappelle qu'on lit toujours de la droite vers la gauche. Donc, ici, je vais prendre le chlore, je lui enlève le E, ça donne ça, je lui rajoute ure, chlorure, d'hydrogène. HBr, je fais la même chose, brome, ure, d'hydrogène, et Hi, iode, j'enlève le E, iodure, d'hydrogène. Il existe aussi une ancienne nomenclature, alors celle-là, on va l'utiliser, mais vraiment beaucoup moins. Je vous la mets plus pour info parce que vous risquez de la rencontrer dans des exercices, plus que dans des interros. Moi, en tout cas, je n'utilise pas l'ancienne nomenclature. Cette ancienne nomenclature, donc elle commence par acide. Donc on a acide, plus le M' auquel on a enlevé le E et auquel on ajoute hydrique. Donc pour HCl, ça devient acide, chlore, j'enlève le E, hydrique, attention, j'ai oublié de mettre le H qui est resté coincé dans mon ordi. HBr, ça devient acide, brome, j'enlève le E et j'ajoute hydrique, et Hi, acide, iodhydrique, c'est un peu difficile à dire, mais voilà, acide iodhydrique. Alors, les acides ternaires, cette fois, par contre, ça va être plus compliqué, surtout que vous n'en avez pas encore fait du tout. Alors, un acide ternaire, je vous ai dit un petit peu plus tôt que c'était un H avec un M'O, et je vous ai dit, les M''O, c'est ce qu'on appelle des groupements. Alors, un groupement, c'est quoi? Parfois, ça s'appelle aussi, donc si vous avez d'autres profs, ça s'appelle un radical parfois. Un groupement, c'est donc un ensemble d'atomes qui, pour pouvoir faire l'octet, va se lier avec d'autres atomes dans des molécules. Ces groupements, ils sont au nombre une petite vingtaine, enfin il y en a beaucoup plus, mais moi je vais vous demander d'en retenir qu'une petite vingtaine, pour lesquels vous allez devoir connaître à la fois le nom et la valence et le contenu. Donc pour ça, avant de continuer,
on va aller à la page juste 2 pages après, la page 12 si je ne me trompe pas. Non, la page 10. Et à la page 10, on a les groupements à connaître. Ces groupements à connaître, ils sont donc à connaître par cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez connaître le contenu, NO2, le nom et la valence. Alors, je vous rappelle que dans une molécule AB, le premier atome est toujours moins et le premier est toujours plus, pardon, le deuxième est toujours moins. Donc ça veut dire que ce B, il peut être remplacé par un groupement si ce groupement est négatif. Et c'est ce que vous allez trouver ici en haut. Donc le moins qui a dit que le groupement est négatif. Donc tous ces groupements vont aller se mettre derrière dans la molécule, sauf le groupement NH4 qui lui ira devant. Donc le NH4, c'est le seul groupement qui se met devant dans la molécule. Tous les autres vont se mettre derrière. Alors ensuite, il y a plusieurs infos. Il y a un moins qui dit qu'on va se mettre derrière, et puis il y a un chiffre. Ça, c'est des 1. Là, il y a des 2 moins, et enfin, il y a des 3 moins. Ce 1, ce 2 et ce 3, ils sont en corrélation directe avec la dernière colonne, et donc ils correspondent à la valence. Donc si par exemple, je prends le groupement PO4, 3 moins, le moins m'indique que ce groupement se met à l'arrière de la molécule. Et le 3, ça indique sa valence qu'on va devoir croiser quand on a une molécule. Donc, et que je veux par exemple faire du phosphate de sodium. Sodium se met devant parce qu'il arrive en dernier dans le nom. Phosphate se met derrière parce qu'il arrive en premier dans le nom. La valence du sodium, c'est 1. La valence du phosphate, c'est 3. Donc je vais croiser. Je vais obtenir la molécule Na3 PO4 pris une seule fois. Donc si la valence de Na avait été 2, j'aurais mis entre parenthèses et j'aurais mis 1, 2. Ce qui veut donc dire que si je devais dessiner cette molécule un petit peu avant que vous l'ayez vue, ça veut dire qu'on a un groupement PO4 qui va être lié à un sodium, à un autre sodium et à un troisième sodium. On verra la structure en détail l'année prochaine dans le cours de 5e. Donc ces groupements, il faut donc les étudier. Alors il y a deux façons de les étudier. Soit vous avez une mémoire qui est plutôt visuelle et alors vous allez reconstruire ce tableau avec les groupements et leurs noms et une colonne avec la valence 1, une colonne avec la valence 2, une troisième colonne avec la valence 3 et mettre les groupements donc dans chacune des colonnes parce que vous allez voir qu'avec la valence 3, il n'y en a que 2 par exemple, il y en a un petit peu plus avec la valence 2 et tout le reste va dans la colonne 1 et donc quand on vous interrogera, vous verrez directement, tiens, je suis à droite dans mon tableau, je suis à gauche, je suis au milieu. Si vous avez plutôt une mémoire qui est auditive, alors vous allez étudier SO3 sulfite, SO3 sulfite, SO3 sulfite, SO3 sulfite, sulfite, SO3 Quand à l'interro, je vais vous demander sulfite, le SO3 va venir dans votre tête et quand vous aurez noté SO3 sur votre feuille, vous saurez que il est négatif donc il se met derrière et qu'il est 2 fois négatif parce qu'il avait la valence 2 et que donc si je vous ai demandé de faire du sulfite de sodium, vous allez croiser les valences et dire que ça fait du Na2 SO3. Donc ça, c'est plutôt si vous avez une mémoire qui est auditive. Maintenant, tous les moyens sont bons, vous pouvez mixer deux méthodes. Ça, c'est comme vous voulez, tant que vous vous en souvenez. Alors, attention, quand on écrit une molécule, quand elle est faite, on va faire des exercices après. Donc, quand on écrit une molécule, il n'y a jamais d'exposant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mon Na2SO4, le 2- là, il ne peut pas être là. Ça, c'est faux.
Si vous m'écrivez Na2SO4-, c'est faux aussi. La molécule qui est correcte, c'est NaSO4, parce qu'une fois que ces deux individus, groupements d'atomes sont liés, la molécule elle est neutre, il ne reste plus d'électrons qui traînent quelque part, et donc ça c'est ma molécule qui est correcte. Pourquoi est-ce que quand on écrit donc ces groupements dans un tableau comme ça, vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on met le 2-, c'est quand même perturbant. Eh bien parce que si vous vous rappelez de ce qu'on a fait au début de cette vidéo, le SO3, il existe, et c'est un oxyde non métallique qui s'appelle du trioxyde de soufre. Mais le trioxyde de soufre, ce n'est pas du tout la même chose que le SO3-. Le SO3-, c'est un groupement sulfite qui doit se lier à quelque chose pour être stabilisé, alors que le SO3 tout court, c'est juste du trioxyde de soufre. Il n'a pas besoin d'être lié à quelqu'un pour pouvoir exister. Donc une fois que vous aurez étudié ces groupements, on revient à nos acides ternaires. Et donc le nom d'un acide ternaire, c'est le nom du groupement suivi d'hydrogène. Donc on a H2CO3. CO3 est le groupement. Je vais voir dans mon tableau, c'est du carbonate. Donc cette molécule devient du carbonate d'hydrogène. HNO2, c'est du nitrite d'hydrogène. HClO3, ClO3, c'est du chlorate. Donc chlorate d'hydrogène. Et HClO, ClO, c'est de l'hypochlorite d'hydrogène. Et ça termine la nomenclature des acides ternaires. Et vous allez voir que pour les sels, en fait, on va se baser exactement sur la nomenclature des acides. Donc, pour un sel binaire, on va avoir le nom du non-métal auquel on enlève le E et où on ajoute ure, suivi de le nom du métal. Donc ici, on a donc le nom du non-métal, on lui enlève le E, on lui rajoute ure et on met de ce qu'il y a devant. Donc c'est exactement la même chose que dans le chlorure d'hydrogène. Donc ici, HCl c'était du chlorure d'hydrogène. Ici, ça va devenir du chlorure de sodium. Ici, on va avoir du bromure de magnésium. Et ici, du sulfure d'aluminium. Attention donc qu'on ne dit pas soufrure, mais bien sulfure. Ça, c'est pour les sels binaires. Et pour les sels ternaires, eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de finir avec les acides ternaires, c'est-à-dire que c'est le nom du groupement suivi de le nom du métal qu'on utilise. Donc, CO3, c'est du carbonate. On a donc du carbonate de calcium. KNO2, NO2, c'est du nitrite. Donc du nitrite de potassium. FeClO pris 3 fois. Alors attention, là, il ne faut pas se tromper. C'est bien du ClO qu'on a. Et le ClO, si on regarde dans notre tableau, c'est de l'hypochlorite de fer. Et attention, le fer fait partie des éléments qui ont plusieurs valences. Donc, on doit préciser sa valence. On va donc décroiser sa valence avec ici, là, le remettre au-dessus pour savoir que le fer avait la valence 3. Alors, il y a encore d'autres éléments qui sont des éléments non métalliques, donc où on met deux non-métaux ensemble. Et là, la nomenclature va être basée sur celle des oxydes non métalliques, donc en tenant compte des indices qui sont présents ici, X et Y, toujours en lisant de la droite vers la gauche. Donc, on va prendre l'indice, rajouter ure. Donc, on a un préfixe, c'est le nombre d'atomes. Le M où on enlève le E et où on ajoute ure, celui de derrière. Donc, chlorure, par exemple, si on prend du CCl4, par exemple, CCl4. Donc, on a un indice tétra. Chlore, j'enlève le E, je mets ure, de
ce qu'on a devant. Et s'il y a un indice ici, on va mettre de dicarbone par exemple. Alors quelques exemples là, voilà pour les indices, mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta. Donc ici on a du disulfure parce que j'ai 2 soufres de carbone. Ici on a du tétrachlorure de carbone. Et PCl5, on a du pentachlorure de phosphore. Donc ça clôture. Alors les éléments non métalliques, les composés non métalliques, j'avoue que vous n'allez pas les rencontrer souvent, mais on va en rencontrer plus tard en 5e ou en 6e, parfois on peut en parler. Alors admettons qu'on aurait eu un 2 ici, P2Cl5, ça serait devenu du pentachlorure de diphosphore. Donc on met bien l'indice au pied de on tient compte de l'indice au pied de chaque atome dans le nom. Alors quelques petites remarques. Donc la première, je l'ai déjà dit, c'est pas soufrure mais sulfure. Et alors on a 2 noms usuels que vous allez devoir apprendre, qui est que le CaOH2 c'est de la chaux et le NaOH c'est ce qu'on appelle de la soude caustique. Donc ça va résumer, donc c'est le détail de toute la nomenclature. Maintenant, on va essayer de mettre ça dans un petit tableau de façon à résumer tout. Donc je vous rappelle que ici on a tous les groupements que vous devez connaître et ici le tableau de synthèse. Donc pour les oxydes métalliques, c'est facile, c'est oxyde de, le nom du métal, et il faut juste faire attention ici aux éléments qui ont plusieurs valences. Donc je répète que pour ceux qui m'avaient l'année passée, on tenait compte du fait que les familles B avaient plusieurs valences. Et puis, en fait, en bossant un peu, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que dans les familles B, il y avait beaucoup d'éléments qui n'avaient qu'une seule valence et que ça avait un petit peu pas de sens de vous faire étudier que toutes les familles B avaient plusieurs valences. Donc, en fait, on ne va préciser ces valences que pour les éléments qu'on rencontre très souvent et qui ont plusieurs valences. Donc, le fer, le cuivre et l'argent, ils sont super importants parce que c'est des éléments avec lesquels on joue souvent. Ensuite, il y a le mercure, l'or, le chrome et le manganèse, qui ont aussi plusieurs valences. Et enfin, le SN et le PB. Alors, j'ai pas encore trouvé de moyen mémotechnique pour les retenir, vu que je les ai cherchés qu'en début de cette année-ci. Mais je pense que je vais chercher ça pour pouvoir vous les faire étudier plus facilement. Mais voilà, les 3 premiers sont clairement ceux qu'on va rencontrer le plus souvent, et donc le fer, le cuivre et l'argent, vous devez absolument savoir qu'ils ont plusieurs valences. Donc, quand on a un de ces éléments-là, on va préciser la valence en chiffres romains. Pour les oxydes non métalliques, on fait attention aux indices, c'est-à-dire di, tri, penta et hept. C'est pente, pas penta d'ailleurs. Les hydroxydes, on a hydroxyde de, le nom du métal, et là de nouveau aussi on fait attention pour les éléments qui ont plusieurs valences. En fait on va le faire à chaque fois qu'on a un métal ici devant. Donc dès qu'on a un métal, potentiellement vous pouvez avoir un métal qui a plusieurs valences, donc il fait partie de cette liste, et donc devoir préciser cette valence. Alors pour les acides binaires, c'est on prend le nom du non-métal, on rajoute ure d'hydrogène. Pour les ternaires, on prend le nom du groupement et on rajoute d'hydrogène. Là, on ne doit pas faire attention aux valences. Pour les sels binaires, c'est la même chose, sauf que, de nouveau, attention, pour les métaux qui auraient plusieurs valences, on précise la valence en chiffres romains, entre parenthèses. Et alors, pour les composés non métalliques, on a donc M'-ure de ce qu'il y a, avec ici un préfixe qui dépend du nombre d'atomes, et là éventuellement un préfixe qui dépend du nombre d'atomes. Donc les indices doivent être traduits ici. Donc voilà, ça c'est pour ce qui termine vraiment la théorie donc sur ces exercices. Ensuite, je vous propose donc de vous lancer dans les exercices et on les corrigera dans une prochaine vidéo.